Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir bien voulu suivre cette formation. Je me présente, c'est le coach Roméo Tabac. Euh, je tiens sincèrement à remercier aussi l'ingénieur Tchala qui a pris soin de toute l'organisation. À féliciter, à remercier également Monsieur Jonathan, le concepteur en infographie. Je tiens sincèrement à les remercier et à vous remercier aussi pour avoir choisi à suivre cette formation. Je crois que nous allons commencer la formation. On ne va pas trop faire de la polémique. Euh, je ne sais pas, quand on vous parle de l'informatique, qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit informatique? Lorsque vous dites à quelqu'un que, bon, je veux suivre une formation en informatique, selon vous, il vous demande à savoir si c'est quoi l'informatique? Qu'est-ce que vous allez le dire selon vous? Au fait, l'informatique est une science de traitement automatique de l'information. Ce que vous devez savoir, l'informatique, le mot informatique est composé de deux mots. Regardez très bien. Nous avons informatique, informe qui veut dire information et atique qui veut dire automatique. C'est une science de traitement automatique de l'information. Maintenant, pour pouvoir faire de l'informatique, nous avons besoin de quelque chose, c'est quoi? C'est l'ordinateur. C'est-à-dire, pour pouvoir faire le traitement automatique de l'information, nous avons besoin de l'ordinateur. L'ordinateur va nous permettre de faire le traitement automatique de l'information. Il a noté que c'est quoi l'ordinateur? En réalité, c'est un composant électronique. Cela va vous permettre de faire le traitement automatique de l'information, comme je viens de le dire. Maintenant, il est composé de deux parties. Nous avons la partie software et la partie hardware. C'est-à-dire, nous avons la partie matérielle et nous avons la partie programme. La partie matérielle, ce sont les éléments qui constituent l'ordinateur. On va voir ça tout de suite. Et vous avez la partie programme. La partie programme, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir exploiter votre ordinateur, de pouvoir utiliser votre ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez. Au cours de la formation, on va essayer de détailler tout ça. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il est à noter que parlant des éléments ou bien des composants de l'ordinateur, nous avons pas, parlant des éléments qui constituent l'ordinateur, nous avons l'unité centrale. L'unité centrale est l'ordinateur proprement dit, si on peut se le permettre de le dire. En réalité, c'est lui qui contient des composants de l'ordinateur. Ensuite, vous avez l'écran. L'écran, on l'appelle encore le moniteur. On l'appelle encore le moniteur. Vous avez le clavier. Le clavier, l'écran et tous constituent des périphériques. On les appelle des périphériques. On va voir encore d'autres types de périphériques lorsqu'on va évoluer. Ensuite, vous avez, comme je venais de le dire, vous avez des périphériques comme l'écran, c'est ça ici. Vous avez comme l'écran, vous avez la souris et vous avez le clavier. Il y a d'autres types de périphériques tels que l'imprimante, les baffes, la caméra. On va évoluer, vous allez voir de quoi il est question. Ensuite, vous avez au milieu ici votre unité centrale. Tous ces périphériques sont branchés à votre unité centrale. En bref, tout ce qui est branché à votre unité centrale s'appelle périphérique. C'est bon. Maintenant, ensuite, qu'appelle-t-on unité centrale? Au fait, l'unité centrale désigne le boîtier de votre ordinateur et tous les éléments qu'il contient, c'est-à-dire la carte mère, le processeur, la mémoire, à l'exception des périphériques externes tels que l'écran et l'imprimante. C'est ça qu'on appelle l'unité centrale. En réalité, c'est lui qu'on appelle l'ordinateur proprement dit. C'est lui qui contient, et on parle de composants lorsqu'il s'agit des éléments situés à l'intérieur de votre unité centrale. Lorsqu'on parle de composants de l'ordinateur, il s'agit des éléments qui se situent à l'intérieur de votre unité centrale. Les éléments qui se situent à l'intérieur de votre unité centrale, c'est quoi? C'est la carte mère, le processeur et la mémoire RAM. Il y a bien d'autres choses qu'on va voir au cours de la formation. Ensuite, vous avez la carte mère. Il est rarement mis en vente. En fait, la carte mère joue un rôle fondamental dans la structure des ordinateurs. C'est elle qui accueille l'ensemble des composants internes de votre ordinateur, à savoir le processeur, la mémoire RAM
et le disque dur. Il gère les différentes interfaces avec vos périphériques, prise pour les éléments internes et port USB pour les périphériques externes. Au fait, la carte mère va permettre à votre ordinateur, aux composants de l'ordinateur, de véhiculer des informations entre eux. C'est-à-dire, c'est sur la carte mère que se fixent les composants de l'ordinateur et cela va les permettre de se communiquer entre eux à travers la carte mère. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, vous avez le processeur. Il est souvent qualifié de cerveau de l'ordinateur. Le processeur permet de manipuler et de traiter les données qui lui sont fournies. Sa puissance a une influence sur la vitesse d'exécution de vos logiciels et des opérations que vous effectuez. Ce qui fait que lorsque vous décidez de payer un PC, on vous recommande de tenir compte de certains critères pour les composants de votre ordinateur. On verra ça lorsqu'on va évoluer. Le processeur, en réalité, c'est lui qui traite l'information. C'est lui qui calcule les résultats, il traite l'information. On a dit que l'informatique était une science de traitement automatique de l'information. En réalité, c'est le processeur qui va traiter l'information. J'espère qu'on se fait comprendre. Ensuite, vous avez la mémoire vive. La mémoire vive, encore appelée le Random Accessory Memory, la mémoire RAM. En réalité, il est partenaire de travail du processeur. La mémoire vive, appelée aussi Random Accessory Memory, il stocke temporairement les données à traiter par le processeur. Ainsi, plus il y a de mémoire de disponible, plus il est possible d'y conserver les données temporairement, ce qui évite des fois d'accéder au disque dur qui est plus long. La mémoire vive est vidée à chaque arrêt à chaque arrêt ou redémarrage de votre ordinateur. Ce qui fait que lorsque vous aurez à travailler dans les logiciels tels que Word, Photoshop, Publisher, PowerPoint et Excel, dans d'autres logiciels, on vous recommande d'enregistrer au fur et à mesure que vous évoluez. Lorsqu'on va évoluer, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, vous avez le disque dur. Contrairement à la mémoire vive, les données stockées sur un disque dur sont permanentes et ne sont pas effacées à l'arrêt de votre ordinateur. C'est donc sur un disque dur que votre système d'exploitation Windows. Et qu'appelle-t-on système d'exploitation? Un système d'exploitation, c'est un système, comme son nom l'indique, c'est un système qui vous permet d'exploiter votre ordinateur. Vos logiciels et vos documents sont conservés dans le disque dur. C'est donc un espace de stockage permanent où vous pouvez copier et supprimer des données à volonté. C'est ça votre disque dur. Maintenant, la question est de savoir quelle est la relation qui existe entre les trois composants. Lorsque vous décidez de payer un PC, vous devez tenir compte de la capacité de la mémoire RAM, qui est la mémoire RAM qui nous donne la possibilité de pouvoir capter l'information, d'enregistrer, de mémoriser l'information temporairement. Je ne sais pas si vous voyez. Et le processeur qui va nous permettre de traiter l'information. Le disque dur qui nous donnera la possibilité de pouvoir stocker nos fichiers sur ça. C'est bon? Maintenant, une fois que, comment ces trois composants fonctionnent entre eux, c'est-à-dire ils fonctionnent en synergie. Il y a une relation entre les trois composants. Et je tiens à vous rappeler que ces trois composants se fixent sur la carte mère pour pouvoir se communiquer entre eux en se servant de la carte mère. Une fois que l'information est envoyée à votre ordinateur, la mémoire RAM va capter l'information. Le processeur va piocher dans la mémoire RAM. Lorsqu'il pioche dans la mémoire RAM, il fait le traitement automatique de l'information. Il réenvoie ça à la mémoire RAM. La mémoire RAM garde l'information que le processeur a calculée ou bien le résultat que le processeur a donné. Maintenant, si vous décidez de sauvegarder ça sur votre disque dur pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir récupérer ça après, là, vous êtes libre de le faire. Ce qui fait que lorsque vous aurez à travailler dans les logiciels, on va vous recommander d'enregistrer au fur et à mesure que vous travaillez. Puisque lorsque vous travaillez, c'est la mémoire RAM qui enregistre temporairement l'information. Si vous ne sauvegardez pas ça sur votre disque dur, il advenant que votre ordinateur s'éteigne, je vous assure qu'automatiquement, vous allez perdre tous vos fichiers. Ensuite, vous avez l'alimentation.
L'alimentation a pour rôle d'assurer la fourniture en électricité à tous les composants de votre ordinateur. C'est un élément important puisque les tensions délivrées doivent rester stables, même lorsque l'alimentation est très sollicitée. C'est lui qui va réguler l'intensité du courant qui rentre dans votre ordinateur. Ensuite, vous avez la carte graphique. La carte graphique permet de traiter et d'afficher sur un écran les données provenant de votre ordinateur. Les cartes graphiques récentes disposent de processeurs spécialisés dans la manipulation de données en 3D. Et la carte graphique peut être une pousse intégrée à la carte mère. Et généralement, ce genre de pousse permet des traitements simples ou bien une carte distincte permet des traitements plus évolués. C'est ça, votre carte graphique. Il va permettre la plupart de tout ce que vous faites dans votre unité centrale de s'afficher sur l'écran. Et tout ce que vous voyez, c'est à base de la carte graphique. Le lecteur graveur. Un lecteur DVD vous permet de lire les données qui se trouvent sur les CD. Et DVD, vous avez la possibilité d'avoir les jeux, les logiciels, les photos. Dans sa fonction de graveur, en plus de lire les données, il permet de stocker des fichiers sur les CD. C'est ça, votre graveur DVD. Il va vous permettre de stocker des fichiers tels que les musiques, les films, les photos à sauvegarder. Vous avez la possibilité, vous êtes libre de faire ça. Et cela permet de libérer de l'espace sur votre disque dur, sur votre ordinateur. Ensuite, vous avez la carte son. La carte son vous permet de gérer les entrées, c'est-à-dire les micros, les baffes et les sorties vers les haut-parleurs de votre ordinateur. Elle comporte un processeur chargé pour les traitements numériques du son. Il est plus spécialisé pour ça. Et la carte son peut être une pousse intégrée à la carte mère ou bien une carte distincte. C'est possible. Ça dépend des ordinateurs. Puisque avec l'évolution de la technologie, on fait de telle sorte que pour réduire les tâches ou bien les dimensions des choses, pour faire ça de telle sorte que ça devient de plus en plus petit. Ensuite, on a parlé tout de suite des périphériques. Il a noté que nous avons 3 types de périphériques. Nous avons des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie et des périphériques d'entrée-sortie. Les périphériques d'entrée vous permettent de faire rentrer l'information dans votre unité centrale. Je m'explique. Par exemple, lorsque vous prenez le clavier, vous saisissez les choses. L'information rentre dans l'ordinateur ou ça sort de l'ordinateur. Et je crois que ça rentre dans l'ordinateur. C'est l'une des périphériques d'entrée par excellence. Lorsque vous travaillez, par exemple, vous voyez les choses sur l'écran. Ça sort, l'écran, l'affichage sort de notre unité centrale ou bien ça rentre dans notre unité centrale. Évidemment que ça sort de notre unité centrale, bien sûr. Ensuite, vous avez exemple de périphérique d'entrée, vous avez la souris. Lorsque vous cliquez, l'information rentre dans l'ordinateur ou ça sort de l'ordinateur. Bien sûr que ça rentre dans l'ordinateur. Vous avez par exemple l'imprimante. Lorsque vous imprimez quelque chose, ça rentre dans l'ordinateur ou ça sort de l'ordinateur. Bien sûr que l'imprimante, l'information sort de l'ordinateur. C'est l'une des périphériques de sortie, si on peut se le permettre de le dire. Il y en a d'autres exemples. Par exemple, il y a d'autres périphériques qui assurent les deux à la fois. Je m'explique. En supposant que vous avez mi casque qui contient par exemple micro. Lorsque vous parlez, vous entendez. Je ne sais pas si vous voyez. C'est à la fois entrée et sortie. On se fait comprendre. Ensuite, parlant des périphériques, c'est ça. Ce sont des exemplaires de périphériques. Vous avez l'imprimante, scanner. Il y a des tas de trucs que vous avez la possibilité de pouvoir utiliser. Il y a les notions de dimension, les notions de mémoire. L'importance des données stockées se mesure en octets. Et cette mesure va vous donner la taille des fichiers et la contenance des supports de mémoire. L'octet étant très petit, on utilise comme unité de compte, c'est-à-dire unité de mesure. Ensuite, vous avez le kilo-octet. Un fichier texte
en pèsera quelques dizaines, et ainsi qu'une image fortement compressée. Le mégaoctet ou le MO, c'est-à-dire le 1 mégaoctet, vaut environ 1000 kilooctets. Les disquettes contiennent environ 1,4 mégaoctets, si j'ai bonne mémoire, et un fichier image non compressé dépasse souvent cette contenance. La mémoire vive se mesure en mégaoctets. Aujourd'hui, de 64 à 256 de manière courante. Le gigaoctet, c'est-à-dire le géo, environ 1000 gigaoctets va donner 1 gigaoctet. Et c'est l'échelle des disques durs qui indique, c'est l'échelle de disque dur. Un disque dur actuel moyen contient au moins 20 ou 30 gigaoctets, soit 20 000 disquettes. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, il a noté que 1 Tera égale à 1000 gigaoctets. Mais en réalité, ça n'atteint pas 1000 gigaoctets. Vous savez pourquoi? Simplement parce que ce qui le définit en tant que mémoire ou bien en tant que capacité, le système qui va gérer sa fonction lui-même fait que ça prend certaines parties de l'espace. Ce qui fait que, par exemple, lorsque vous payez la carte mémoire, si vous dites, on vous vend par exemple 2 gigas. En réalité, ce n'est pas 2 gigas. Vous savez pourquoi? Simplement parce que ce qui le définit en tant que carte mémoire prend certaines parties de l'espace. J'espère qu'on se fait comprendre. Et à noter les périphériques les plus essentiels, nous avons le moniteur, comme je viens de le dire, l'écran. Vous avez le clavier avec lequel on peut tout faire. C'est vraiment important. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier l'une des périphériques les plus importants qu'on appelle souvent la souris. Mais il ne faut pas le confondre avec le Milo. Ça, c'est le Milo. Il ne faut pas confondre ça. C'est vraiment important. Ensuite, vous avez la souris. Sur la souris, vous avez le bouton gauche qui permet de décider. Par un clic ou un double clic, il lance une action ou un programme. On a parlé tout de suite d'un programme. C'est quoi un programme? Un programme va vous permettre d'exécuter certaines tâches sur votre ordinateur. Ensuite, vous avez clic gauche, le bouton droit qui va vous permettre de pouvoir choisir. En cliquant un menu personnalisé, il va s'afficher. Par exemple, c'est ça. Lorsque vous faites clic droit, c'est ce que vous allez voir. C'est comme option ou menu. C'est ça. En haut de la souris, vous avez la molette. Souvent, il nous permet de pouvoir défiler les pages. Nous avons plusieurs types de claviers. Parlant des claviers, nous avons plusieurs types de claviers. Et nous avons les claviers AZERTY et nous avons le clavier AZERTY et nous avons le clavier QWERTY. Généralement, c'est ça, les deux qu'on utilise souvent. Mais il y a d'autres types de claviers, bien sûr. Mais le clavier AZERTY, pour le reconnaître, regardez les 6 premières initiales du clavier. A, Z, E, R, T, Y. C'est ce qui va vous permettre de reconnaître le clavier AZERTY par rapport au clavier QWERTY. Et si c'était le clavier QWERTY, on allait mettre Q ici. QWERTY, ça devait être QWERTY ici. Ça devait être Q ici. Le Z devait être W et le R devait être à sa place. Je crois qu'on se fait comprendre. Le A devait être à la place de Q. Ensuite, vous voyez la plupart des couleurs que vous voyez sur le clavier. Cela va vous donner simplement la possibilité de pouvoir positionner les doigts sur le clavier. Regardez très bien. Regardez très bien. Vous allez voir certains doigts qu'ils ont mis ici en rouge. Cela va vous permettre. Ces doigts s'assurent d'appuyer les couleurs qui sont ici. Le jaune va s'en charger. Le doigt là va s'en charger d'appuyer les couleurs qui sont ici et ainsi de suite. C'est comme ça on positionne les doigts sur le clavier. On ne va pas trop faire de la polémique sur ça. Je crois que on va s'arrêter ici pour la présentation. Maintenant, nous venons de parler des composants de l'ordinateur, de l'informatique. Ma question est de savoir comment ils sont faits pour pouvoir reconnaître un bon PC. Si vous voulez payer un PC, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir reconnaître un bon PC? Lorsque vous allumez votre machine,
ou votre ordinateur, quelque chose s'affiche comme ça qu'on appelle souvent bureau ou bien affichage. Ce que vous voyez en bas ici, c'est la barre des tâches. On appelle ça la barre des tâches ou bien les raccourcis. Ce sont des raccourcis, la barre des tâches. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre des outils là-bas pour vous faciliter des choses. Maintenant, ce que vous voyez ici sur votre écran, c'est le bureau. C'est le bureau. Et sur les ordinateurs, on a parlé tout de suite des systèmes d'exploitation. Et il est à noter que nous avons plusieurs types de systèmes d'exploitation. Nous avons le système d'exploitation Windows, c'est ce que la majorité de personnes connaissent. Mais il y a le système d'exploitation, il y a Linux, il y a le Mac, il y a bien d'autres systèmes d'exploitation que vous avez la possibilité de pouvoir utiliser. Maintenant, pour pouvoir ouvrir, par exemple, lorsque vous ouvrez votre ordinateur, pour pouvoir voir les caractéristiques de votre ordinateur, il suffit seulement d'aller dans ce PC. En anglais, ils vont mettre 10 PC. Soit, vous allez ici, il y aura en bas ici quelque chose de dossier. Vous cliquez là-bas, par exemple, on va aller dans ce PC. Lorsque vous allez dans ce PC ou 10 PC, vous allez voir deux trucs. On a mis disque local C chez moi et ici, on a mis disque nouveau nom J. Ça, vous avez la possibilité de pouvoir, ça c'est le disque dur. Pour pouvoir connaître la capacité du disque dur, vous n'avez qu'à faire la somme des deux. Ici, j'ai 115 plus 117. Là, vous allez voir que ça va aller dans 200, 20, 30 quelque chose. Ça va être 32, 33, quelque chose comme ça. C'est la capacité de mon disque dur, de l'ordinateur que j'utilise pour former. Ensuite, si ce que vous voulez voir, les propriétés de votre ordinateur, c'est-à-dire la mémoire, la capacité de la mémoire RAM, le processeur, ce que vous avez à faire, c'est de faire clic droit dans le vide. Vous allez voir quelque part, on a mis propriété. En bas, vous cliquez sur ça, clic gauche, propriété. Voilà. Lorsque vous cliquez sur propriété, si vous êtes sur le Windows, vous allez avoir quelque chose qui s'affiche comme ça. Les informations du système général. Vous allez voir édition Windows, le type de Windows, c'est-à-dire il y a plusieurs types d'éditions. Il y a Enterprise, il y a Windows Family, il y a Windows Professional. Vous avez la possibilité de pouvoir utiliser ce que vous voulez. Mais personnellement, moi, je n'aime pas le Windows Family. J'utilise soit le Windows Enterprise ou Professional. Maintenant, ici, vous avez le type de Windows que vous avez installé. Ça, c'est le Windows 10. Ensuite, vous avez ici le processeur. Le processeur, c'est 3,00 GHz. Ça, c'est l'unité de mesure du processeur. Lorsque vous décidez de payer un PC, je vous recommande à ce que le processeur soit supérieur ou égal à 2 GHz. Vous savez pourquoi? On va voir ça par la suite. Ensuite, vous avez la mémoire RAM. Le Random Accessory Memory. Tenant compte de son importance, il permet de stocker temporairement les données. Ce qui fait que la mémoire RAM, si vous décidez de payer un PC, il faut tenir à ce que la mémoire RAM soit supérieure à 4 gigaoctets. Ensuite, vous avez le système d'exploitation. Le système d'exploitation, on a installé le 64 bits. Nous avons deux types de systèmes d'exploitation. Nous avons le 64 bits et le 32 bits. Ce qui influence le fait que vous avez la possibilité d'installer un système d'exploitation de 32 bits ou de 64 bits, c'est votre processeur et la mémoire RAM. Votre processeur, il faut tenir compte du fait que pour faire un effort que votre processeur soit supérieur à 2 GHz. C'est bon? Maintenant, la mémoire RAM, faites un effort que ça soit supérieur ou égal à 4 GHz. C'est bon? Et le reste, je crois que ce sont des formalités, des informations sur le système d'exploitation. Et je viens de vous dire que le système d'exploitation va vous permettre d'exploiter votre ordinateur. Et lorsque vous décidez de payer un PC, vous venez ici, vous allez vérifier ces informations pour voir si votre processeur est supérieur ou égal à 2 GHz, votre mémoire RAM est supérieure ou égal à 4 gigaoctets, et vous allez voir si votre système d'exploitation, là-bas, ça dépendra de votre mémoire RAM et de votre processeur. C'est en fonction de ça, vous allez installer le type de système que vous voulez. C'est bon?
Maintenant, parlant du disque dur, je vous ai dit que ça, ce n'est rien, c'est ça ici. Vous allez faire la somme de votre disque dur. En réalité, votre disque dur, lorsque vous décidez de payer un PC, au moins, ça n'a qu'à être dans les supérieurs à 300. Vous pouvez payer, ça peut être 200, hein, c'est pas grave. Vous pouvez payer au moins, même moi, j'aime plus quand c'est 500, c'est mieux, ou 1 Tera, c'est plus mieux. Je ne sais pas si vous voyez. Lorsque vous décidez pour un bon PC, au moins, il faut, si vous voulez payer vraiment un bon PC, 8 Go de mémoire RAM, le processeur au moins déjà 3, c'est bon. Et le disque dur, déjà 1 Tera, je crois que déjà, on peut qualifier ça d'un très bon PC. Mais le reste, si vous avez au moins la limite, ce n'est pas grave. Maintenant, pour les bons PC, il est à noter que ces PC sont sous forme rectangulaire. Vous n'allez pas voir des PC sous forme carrée et dire que c'est un bon PC. Je crois que peut-être je vais voir sur Internet pour vous montrer, par exemple, ordinateur. Voilà. Je viens dans Images. Voilà. Vous voyez, les bons PC sont sous cette forme. C'est sous forme rectangulaire. Regardez très bien. La plupart des bons PC, c'est sous forme rectangulaire. Si vous voyez un PC qui est sous forme carré, ça là, par exemple, c'est un très bon PC, je vous assure. Si quelqu'un décide de payer ce genre de PC, ce sont de très bons PC. Mais si vous voyez le PC est sous forme carrée, c'est-à-dire long, c'est pas bon, c'est pas un bon PC. C'est bon? Je crois que il reste quoi encore? Aujourd'hui, on va terminer avec comment créer un dossier. Comment créer un dossier. Pour créer un dossier, c'est simple. Par exemple, si je voulais créer un dossier sur mon bureau, je fais clic droit dans le vide. Je vois quelque part, on a mis nouveau. Je viens dans nouveau, je vois nouveau dossier. Dossier. Je clique sur dossier, clic gauche, oui, clic gauche, et j'efface ce qu'on a écrit. Je mets début, formation. Formation. Et je fais entrer pour valider ce que j'ai fait. C'est bon? Maintenant, lorsque vous rentrez dedans, vous allez voir que pour ouvrir le fichier, on a dit quoi? Vous double-cliquez sur ça. Soit vous restez sur ça, vous allez faire clic droit. Vous allez voir quelque part, on a mis ouvrir et vous faites ouvrir. Vous allez rentrer dans le document. Et vous voyez ici en haut, on a mis début formation. Et vous voyez que le dossier est vide. On a mis modifier le combien, type, fiche et taille. Ça, c'est la taille. C'est bon? Maintenant, ensuite, on vient de créer notre premier document sur le bureau. On a la possibilité de pouvoir créer ça, par exemple, dans notre disque local J. Mais en parlant du disque dur, je ne vous ai pas expliqué le pourquoi on divise le disque dur en deux parties. On divise le disque dur en deux parties simplement parce que lorsqu'on installe le système d'exploitation, ça reste sur l'une des disques durs à ce que lorsque vous avez des soucis de système d'exploitation, pour réinitialiser le système, vous n'aurez pas affecté le disque, le second disque dur que vous aurez à stocker vos fichiers. C'est bon? Maintenant, ensuite, on revient à la création du dossier. Lorsque vous créez le dossier, vous avez la possibilité de pouvoir stocker la plupart de vos fichiers, la plupart de vos informations dans ce fichier. J'espère qu'on se fait comprendre. Maintenant, pour ce qui en est de la formation, je crois qu'on ne va pas trop s'attarder sur ça pour aujourd'hui. On a déjà fait à peu près 1 heure, je crois. Pour la formation, il y aura le Microsoft, on aura abordé le Microsoft Word, on va voir le Microsoft Excel, on va voir le Microsoft PowerPoint. Et toutes ces formations, ce sont des formations approfondies. Ce ne sont pas des formations juste quoi que ce soit. Non, ce sont des formations approfondies. Par exemple, vous devez être en mesure de savoir, par exemple, Microsoft Word va vous donner la possibilité de pouvoir éditer un texte, de travailler sur un texte. Vous avez le Microsoft PowerPoint. Pour ceux qui sont appelés à devenir des formateurs, des enseignants, des professeurs, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser le PowerPoint pour pouvoir le faire. Ensuite, vous avez le Excel. Le Excel va vous donner la possibilité de pouvoir gérer votre entreprise, évidemment. Ensuite, vous avez par exemple le Publisher qui nous donne la possibilité de pouvoir concevoir des affiches. On verra ça au cours de la formation. Et vous avez le Photoshop, une formation en Photoshop qui va vous donner la possibilité de pouvoir
concevoir des affiches, faire des retouches photos, faire des cartes de visite. Vous avez la possibilité aussi de faire bien des tas de choses, des montages photos, des logos. Il y a bien d'autres choses. On ne va pas trop s'attarder sur ça. Et vous aurez aussi la possibilité de pouvoir, bon, il y a aussi des sites spécialisés pour des infographistes, puisque quand on parle de Photoshop, c'est de l'infographie que nous faisons. Tout ça, vous aurez la possibilité d'avoir accès au site des infographistes qui vous donnent la possibilité de pouvoir télécharger des images de haute qualité. Vous verrez ça, il y en a plein, plus de 10 même. Et vous aurez la possibilité de télécharger des modèles de police pour pouvoir travailler avec en tant qu'un graphiste. Ensuite, à la fin, vous avez, après ça, vous avez par exemple pour le cas de Photoshop, vous avez la possibilité de pouvoir l'utiliser en tant qu'un sérigraphe, c'est-à-dire vous allez imprimer vos logos sur les habits, vous allez imprimer, faire des conceptions, impressions sur des t-shirts. En utilisant la conception de Photoshop, vous avez la possibilité de pouvoir l'utiliser. On verra ça au cours de la formation. Vous allez voir comment est-ce que vous allez imprimer vos logos, les marques sur les habits, il y a des tas de choses, sur les gobelets, sur les casquettes. Bon, on verra ça au cours de la formation. Je crois qu'on ne va pas faire trop de la polémique. Je crois que c'est ça. Je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui et je tiens sincèrement à vous remercier. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, je tiens sincèrement à vous remercier. À remercier aussi M. Tchala, à remercier aussi M. Jonathan. Passez une bonne soirée et on se reverra pour la prochaine séance. Je vous remercie.